Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Vous êtes les premiers promoteurs de La Boussole et je vous remercie pour votre écoute du podcast. Pour rendre visible La Boussole, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, attribuez au podcast une note 5 étoiles et laissez un commentaire. Cela m'aide beaucoup. Je suis ravie de partager avec vous la conversation passionnante que j'ai enregistrée avec Solène Mullier, cofondatrice de Bindi Atelier, une très belle marque qui apportera de la joie et de la douceur dans votre quotidien et votre intérieur. Avec Solène, nous avons parlé de vivre à l'étranger, de lancer son activité, d'écouter les demandes de ses clients, de production raisonnée et de la technique du block print. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Bindi Atelier ainsi que toutes les personnes et initiatives citées pendant notre échange. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Solène. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Avec plaisir. Pour le début de cette 3e saison du podcast. Alors moi, je suis ravie de t'accueillir puisque j'adore ce que tu fais avec Bindi Atelier, donc avec ta belle-sœur Anne-Sophie. Donc Bindi Atelier, c'est des accessoires et des vêtements aussi avec la technique du block print. Tu nous expliqueras tout ça un petit peu après. Mais ce que je te propose d'abord, c'est peut-être de te présenter, Solène. Oui, avec plaisir. Merci Claire pour ton invitation. Donc je m'appelle Solène, j'ai 35 ans. Je suis originaire de la région parisienne, mais j'habite à Lille depuis 4 ans maintenant. Et je suis du coup la cofondatrice de Bindi Atelier, qui est une marque d'accessoires textiles imprimés en Inde. Et je suis aussi maman de 3 petits garçons qui ont 7 ans, 5 ans et 2 ans. Ok. Voilà. Et donc tu disais que tu étais originaire plutôt de région parisienne, donc tu as fait tes études sur Paris ? Oui, dans la région parisienne, effectivement. Bon, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce après mon bac, donc qui m'a permis de faire un échange universitaire en Chine, à Shanghai. Donc c'était un de mes premiers pas vers l'international. Et voilà, donc j'ai passé 6 mois d'études à Shanghai. J'ai vraiment adoré la Chine, alors que quelques années avant, j'avais une vraie aversion pour l'Asie. Donc c'est marrant. Et à l'issue de mon école de commerce, j'ai fait un master spécialisé en marketing et qui a duré 1 an. Et en fait, à l'issue de ce master, j'ai eu l'envie aussi de retourner en Asie. Quand j'étais en Chine, j'ai rencontré celui qui allait être mon mari. Donc du coup, double objectif personnel et aussi professionnel de retourner en Asie, parce que lui était resté du coup en Chine. Et je suis partie du coup à l'issue de mes études à Hong Kong. J'ai trouvé un VIE, je suis partie pour une entreprise française, une toute petite boîte, pour qui une agence de communication pour laquelle j'étais en charge de monter le bureau du coup à Hong Kong. Donc c'était une très chouette mission, et voilà, j'ai passé presque 3 ans à Hong Kong. Et ensuite, avec mon mari, qui n'était pas encore mon mari, mais on a eu envie de retourner encore à Shanghai. Du coup, on y est retourné, là aussi presque 3 ans, et j'ai changé de poste. J'ai rejoint une agence de conseil en marketing qui travaillait avec des marques de luxe. D'accord. J'avais un chouette... une chouette mission et pas mal de responsabilités. Là, ce qui était sympa quand on arrivait en Asie, c'est que du coup, on avait des responsabilités qu'on n'avait peut-être pas forcément en France. Avec un poste qui évolue très régulièrement en fonction, parce que le marché évoluait aussi très vite. Donc c'était super. Et puis juste avant de repartir, j'ai changé d'entreprise et je suis toujours restée dans une entreprise française, mais pour une boîte de design. D'accord. Agence de design. Donc en Asie, en Chine, Shanghai et Hong Kong, je serais restée à peu près 6 ans. Notre premier enfant est né là-bas, et puis c'est quelques mois après sa naissance, on est
on a décidé de quitter la Chine. À l'époque, on avait une opportunité de partir en Russie. D'accord. Parce que l'entreprise pour laquelle travaillait mon mari avait des projets de l'envoyer en Russie. Donc on a quitté la Chine en ayant ce projet-là. Donc on est resté quelques mois en France. Je me suis inscrite à la fac de russe à Lille. Et en fait, au bout de 3 mois, le projet est complètement tombé à l'eau parce que la situation économique et politique en Russie était assez instable. Mm-hmm. Donc retour à Villeneuve-d'Ascq après ces années en Asie. Et là, du coup, j'ai rejoint une agence, pareil, toujours côté agence, d'études marketing. Okay. Pour laquelle j'ai travaillé quelques mois. Et en fait, un soir, mon mari rentre à la maison et me dit « Ah tiens, Solène, mon patron m'a proposé de partir en Inde à New Delhi. » Et en fait, c'était la veille le lendemain, on signait notre maison à Villeneuve-d'Ascq, précisément. Et je lui dis, écoute, on va chez le notaire demain et puis on reparlera de l'Inde plus tard. Après. Voilà. Faisons chaque chose les unes après les autres. Et puis, s'en est suivi plusieurs mois de discussions. On ne savait pas du tout pour l'Inde. On avait vraiment envie de repartir, ça c'était une évidence, mais New Delhi faisait vraiment partie des villes qui étaient dans un peu ma blacklist. On connaissait pas mal l'Inde parce qu'on y avait voyagé plusieurs fois et je m'étais dit, s'il y a vraiment une ville dans laquelle je me projette pas du tout, c'est New Delhi. Et pourquoi ? Parce que j'avais cette vision de New Delhi qu'on a quand on est touriste. Donc on arrive dans cette ville quand on connaît pas trop l'Inde, c'est une ville qui est très oppressante, pleine de contrastes qui sont assez déstabilisants. Il y a une extrême pauvreté et en même temps une très grande richesse. L'Inde est un pays fascinant et vraiment envoûtant, mais New Delhi, j'avais pas du tout une bonne image. Et puis c'est l'une des villes les plus polluées du monde aussi. Et on avait déjà un petit garçon, on avait projet d'agrandir la famille. Et moi je disais à mon mari, écoute, on a quitté la Chine aussi à cause de ces histoires de pollution. Et là, l'Inde c'est compliqué. Et puis moi aussi, professionnellement, je savais que c'était un pays et une ville dans laquelle ça serait compliqué pour moi de travailler. En tout cas de trouver un emploi en tant que salarié. Là où en Chine, c'était pas du tout un sujet. Oui, puis c'est quand même beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées. Oui, voilà. Tout à fait. Et dans la mentalité chinoise, il y a quand même en tout cas dans les jeunes générations, il y a une vraie parité. Donc le fait d'être une femme n'est pas un souci, alors qu'en Inde et en New Delhi, qui est assez traditionnel, c'est compliqué. Et puis j'étais enceinte de mon deuxième aussi, et je savais que ça serait compliqué d'arriver avec un jeune enfant, enfin 2 jeunes enfants. Donc pour toutes ces raisons, j'étais pas très pour. Et en fait, avec mon mari, on a quand même été un peu piqués par le virus de l'étranger. Et en fait, au fond de nous, je pense qu'on savait qu'on irait parce que il y avait l'appel quand même de cette aventure qui était un peu folle. Et on se disait que quand même envie de voir. À partir du moment où on nous le propose, c'est compliqué de dire non et de se dire, en fait, donc en fait, si, on a décidé de partir du coup. Et puis moi, avec le poste que j'occupais à Lille, à ce moment-là, le timing était bon puisque ma mission s'est arrêtée. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, hop, on y va. Donc on est arrivé en 2000. Octa est né en 2016. Oui. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. 2016 en Inde. D'accord. Voilà. Et donc on était parti pour une durée indéterminée, mais finalement on est resté un petit peu moins de 2 ans. D'accord. Ça s'est raccourci. Et arrivé là-bas, moi j'ai rapidement rejoint une ONG. Donc j'étais bénévole dans une ONG qui s'appelle toujours Kamalini, et en fait qui travaille avec des femmes et qui forme les femmes autour de la couture. D'accord. Donc moi j'aimais, à titre personnel, j'aimais beaucoup les tissus, la couture aussi, j'en faisais. Et puis l'Inde est vraiment un pays d'artisanat, de tissus, donc ça c'était chouette. Et donc j'ai rejoint cette ONG pour encadrer des femmes, les former sur ces projets de couture. Et donc ça m'a mis un petit peu les pieds, et les mains dans
voilà, dans les marchés locaux. Donc, je passais beaucoup de temps dans les marchés du tissu, dans ça s'appelle pas des souks, mais voilà, les petits bazars où on trouvait de la broderie, plein de choses de confection. Et j'ai découvert du coup l'artisanat et la technique du block print en étant là-bas. C'est une technique que je connaissais pas. J'étais familière avec les imprimés indiens, mais je connaissais pas cette technique d'impression au bloc de bois. Et j'ai eu vraiment un vrai coup de foudre pour cette technique. La ville de Jaipur, au Rajasthan, est vraiment spécialisée dans cet artisanat. Et du coup, quand j'y suis allée, j'ai vraiment vu les ateliers comment ça fonctionnait. Et c'était un vrai coup de foudre. Et à ce moment-là, donc j'avais quand même, avant de partir, une envie au fond de moi de créer quelque chose sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis, je me suis dit, l'opportunité est trop belle de pourquoi pas créer ses propres tissus, de dessiner ses propres imprimés et puis de les voir prendre vie sur ces tissus, sublimés par une belle technique et un bel artisanat. Et à ce moment-là, j'ai changé beaucoup avec ma belle-sœur qui, elle, vit toujours à Abu Dhabi. D'accord. Depuis 12 ans, je crois. Et en fait, elle était aussi en transition professionnelle et on échangeait beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur le sens qu'on voulait donner à nos projets professionnels. Et en fait, j'ai rapidement eu envie je sentais que je m'associerais avec quelqu'un. Je voulais pas lancer quelque chose toute seule. Et c'est la personne à qui j'ai pensé tout de suite. Et c'était une évidence. Et elle a tout de suite, du coup, été emballée par le projet. Et c'est comme ça que petit à petit, Lindy Atelier. D'accord. Et je voudrais juste redire un petit peu avec toi sur ta vie en Asie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... moi, j'ai voyagé beaucoup aussi en Chine, au Japon, et j'ai pas fait l'Inde. Mais c'est vrai que pour nous, occidentaux, c'est quand même des modes de vie un petit peu différents. Oui. Et toi, comment tu l'as vécu, notamment avec des enfants aussi Donc, quand on était en Chine, on était effectivement Augustin, mon aîné, était tout petit quand on est parti. Donc en Chine, je connais plutôt la vie sans enfants, qui était vraiment agréable. C'était encore, ça fait maintenant, on y était il y a plus de 10 ans, on est revenu il y a 7 ans. C'était encore, j'y suis pas retournée depuis, mais c'était encore un pays où, avec le sentiment que tout est possible en fait. Ça l'est peut-être sûrement maintenant, mais avec beaucoup d'opportunités, à la fois effectivement professionnelles, les choses changeaient très très vite. Donc professionnellement, c'était hyper intense. Il n'y avait pas de problème d'emploi, donc quand on ne se sentait pas très bien dans un job, on pouvait trouver un autre emploi relativement facilement. Ça, c'était une des vraies opportunités. Et la vie sur place était chouette, pleine de contrastes, effectivement des décalages, parfois des décalages culturels, mais qui font le charme de ces pays-là. En Inde, ce qui était chouette, c'était que chaque jour il y avait un lot, il y avait des surprises tous les jours, quoi, que ça soit positive ou plus compliqué. Mais pour des enfants, c'était magique. Et puis nous, on voyait l'Inde avec les difficultés de l'Inde avec nos yeux d'adultes. Mais les enfants ne voyaient pas forcément ça. Ils voyaient des éléphants dans la rue. Dès qu'on allait dans des parcs, il y avait des singes, des paons, tous ces temples pleins de couleurs. Donc pour les enfants, c'est vraiment magique. Je trouve qu'ils ne s'arrêtent pas sur la pauvreté, comme nous, on peut l'avoir. Ils posent des questions, mais de manière simple et pleine de bon sens. Donc on essaie de leur répondre et de leur expliquer... tout ça, mais je trouve que c'est vraiment enrichissant pour les enfants. Et nous, on se met beaucoup plus de barrières en tant qu'adultes en se disant oh, ça va être compliqué, comment on va faire pour faire ceci, pour voyager comme cela. Et en fait, les enfants s'adaptent très facilement. Je trouve que c'est une vraie richesse pour les enfants et justement d'être dans des environnements aussi contrastés. Augustin était dans une petite école, une espèce de preschool, parce qu'il avait 2-3 ans, où il était le seul étranger, donc il était qu'avec des petits Indiens. Et en fait, c'était génial. Il y a tout le temps des fêtes en Inde, presque toutes les semaines. Donc il y avait toujours des occasions de célébrer des choses, d'avoir des rites. Enfin voilà, les rituels. Ils chantaient l'hymne national le matin. Ils allaient au temple. Enfin, c'était
c'était génial. Et pour lui, ça lui semblait complètement normal. Donc ça, c'était chouette. Ouais, d'accord. Ouais, mais non, j'imagine, même pour des enfants, ouais, ça leur donne un bagage, même s'ils ne se souviennent pas forcément de tout, mais il y a quand même la sensation d'avoir vécu quelque chose de différent. Oui, complètement. Et effectivement, de s'ouvrir sur d'autres cultures, sur des différences. Effectivement, cette pauvreté qu'on trouve aussi en Chine, mais qui est quand même beaucoup plus forte. Et plus visible peut-être en Inde. En Inde, effectivement. Après, on était en Asie, c'est des pays qui aiment beaucoup les enfants. Où voilà, ils ont le fait d'arriver avec des enfants, les portes s'ouvrent, ils sont parfois un peu trop tactiles aussi. C'est-à-dire dès qu'ils voient un enfant, et surtout des petits blonds, ils veulent tout de suite les attraper. Et voilà, mais c'est très bienveillant, je trouve, avec les enfants. Oui. Donc, non, c'était très chouette. Et mais pour nous, en tant qu'adultes aussi, c'est hyper enrichissant, je trouve, de vivre tout ça. Puis on relativise beaucoup de choses après quand on rentre en France. Oui. Surtout en cette période de Covid où on sait comment ça se passe dans d'autres pays, on se dit qu'on est quand même bien chanceux. Oui, on est bien lotis ici. Ouais. Et donc Bingdi, tu crées ça avec ta belle-sœur. Comment vous gérez d'être à distance finalement, toutes les deux? Comment vous répartissez les rôles? Je suis assez curieuse de ça. Eh bien, donc, on a commencé finalement à travailler ensemble à distance. Donc depuis le début, on fonctionne comme ça. On arrive à se retrouver. Bon, avant le Covid, on se voyait plusieurs fois par an. Elle venait en France pour les salons professionnels, ou moi, où on se retrouvait en Inde aussi, au moins 2 fois par an. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, alors au début de l'aventure, la répartition du travail, de manière honnête, était un peu... c'était pas vraiment structuré, on faisait toutes les deux un peu tout. On a toutes les deux des profils assez similaires, elle a aussi fait une école de commerce. En revanche, elle a une expérience plus forte, une expertise plus dans la confection. Elle travaillait avant pour notamment une marque de luxe, de prêt-à-porter de luxe. Du coup, elle a toute cette connaissance de l'atelier, de la confection, etc. Donc, elle s'occupe aujourd'hui de la production. D'accord. Donc, elle est en lien avec nos ateliers en Inde. Donc, elle gère toute cette partie-là qui est un gros morceau. Moi, je m'occupe pas mal de la communication, des réseaux sociaux, etc. Toute la partie logistique, administrative, en étant sur place. Et puis, le commercial, on le fait à deux. En revanche, tout ce qui est finance, ça on a délégué. Externalisé. Finance, ça on délègue parce que c'est pas du tout notre sujet. Même si on est bien obligé de s'y plonger, pour savoir quand même de quoi on parle, mais c'est pas quelque chose dans lequel on est à l'aise. Bon, après, autant se faire accompagner et bien accompagner, que ce soit bien fait. Et on a mis un petit peu de temps, on a perdu, je pense, une année où la première année, on s'est dit que tiens, finalement, c'était pas si compliqué que ça, de faire la compta tous les mois. Et en fait, on a fait la bêtise de passer on était parti on avait sous-traité un service de comptabilité en ligne. Parce qu'on était un peu à l'économie. Et en fait, c'était une erreur. Si c'était à refaire, pour le coup, je le referais pas. Donc, s'il y en a qui se lancent, ne sous-estimez pas ce poste qui est la comptabilité, qui est un vrai morceau, et c'est bien de s'entourer dès le début de quelqu'un qui peut justement vous éviter de faire des erreurs et vous faire économiser de l'argent en fait après. Oui, même je pense aux avocats aussi pour tout ce qui est statut. Exactement. C'est vrai que c'est des postes budgétaires au début quand on se lance, on se dit mais bon, puis on voit pas trop la valeur ajoutée parce qu'on est plus dans le produit, dans la création, voilà. Et en fait, c'est quand même des morceaux et c'est des sujets quand même très techniques. Oui, c'est sûr. Surtout quand on fait venir des produits de l'étranger aussi. Oui, il y a tout ce volet-là aussi d'importation. La partie douane, la TVA, les droits de douane, etc. Tout ça, effectivement, vaut mieux se faire accompagner ou connaître des gens qui peuvent nous guider. Oui. C'est pas la partie la plus glamour, mais c'est ça. Mais ça fait tourner la machine derrière. Il faut. Donc voilà, la répartition c'est comme ça, et puis on essaie de se voir. Après on se parle tous les jours et on travaille tous les jours, en visio. Et sinon on se voit plusieurs fois par an, soit en Inde et puis aussi en France quand il y a les salons.
Et donc les premiers produits Bindi Atelier, c'était quoi? Alors c'est marrant, c'est des produits qu'on fait plus trop maintenant. Oui. On a commencé avec une gamme assez large, on était plutôt sur de la décoration et du linge de maison. D'accord. Donc on faisait beaucoup de housses de coussins, des courtes pointes, donc c'est des espèces de grosses couvertures. On faisait des housses de couette, qu'on fait plus du tout. On avait fait des petits pyjamas pour enfants, des turbulettes pour enfants. Et on faisait finalement très peu au tout début, on faisait pas de trousses, pas de sacs, qui sont aujourd'hui les articles qu'on vend le plus. Donc on était parti vraiment sur plutôt la décoration et la maison. Ouais. Et en fait, on est rapidement switché vers les accessoires, parce qu'en fait, on a des imprimés qui sont assez forts. Et au tout début, on avait des coloris aussi qui étaient beaucoup plus flashy. Enfin, après, ça dépend des collections, en fait, mais des imprimés assez forts. Et on s'est rendu compte que là où sur l'accessoire, des sacs, des trousses, des pochettes, les clients... voilà, c'est pas des produits engageants, donc en fait au contraire on est plus en train de chercher l'originalité, des choses qu'on retrouve pas ailleurs. Pas partout, ouais. Alors qu'effectivement un coussin ou une housse de couette, c'est des achats qui sont plus réfléchis, qui durent dans le temps beaucoup plus. Et effectivement il faut que ça colle parfaitement à la couleur du canapé, la couleur du rideau. Il faut que le mari soit d'accord. S'il y a trop de rose, ça va pas. S'il y a trop de fleurs, ça. Donc du coup, on s'est rendu compte que c'était des articles beaucoup plus engageants, où les gens se posaient plus de questions. Alors que sur l'accessoire, au contraire, ouais, puis sur de l'achat d'impulsion, exactement. Allez, hop, j'ai envie d'une trousse, d'un truc. Voilà, ouais. Donc on reviendra, je pense, sur ces catégories-là, mais du coup avec des imprimés qui seront plus réfléchis, où on fera une sélection peut-être plus fine sur les imprimés qu'on propose pour ces produits-là. Et donc aujourd'hui, par contre, on propose des trousses, des pochettes, des sacs, des foulards. Et puis on essaie de se diversifier sur d'autres catégories. Donc là cet été on a lancé une capsule de vêtements, de prêt-à-porter pour femmes et puis des petits maillots de bain pour enfants aussi, mais qu'on a lancé en collaboration avec une autre marque. Oui, c'est Marlo, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc voilà, et qui marche bien. Oui, c'est une belle marque. Vos univers, ils sont bien complémentaires. Enfin, c'est chouette. Et on s'est dit que c'était chouette, quand on essaie de sortir de nos catégories, de s'associer avec d'autres marques qui sont justement légitimes sur ces segments-là, et avec qui on peut marier nos univers. Et avec Marlo, c'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. On avait fait quelque chose cet hiver aussi qui avait très bien marché. Et du coup, ça permet de sortir de son univers et puis de tester d'autres choses en travaillant avec d'autres marques. Donc ça, c'est chouette. On a fait d'autres... on a proposé de la vaisselle aussi, qui est peinte à la main au cachemire. Donc l'idée, c'est ici de sortir nos imprimés sur d'autres univers, pas forcément des accessoires textiles, mais sur d'autres supports. Donc on essaye pas mal de choses et... Après, vous voyez si ça marche exactement. bien. Quel est le retour de la clientèle et tout Les gens aiment bien. Les gens aiment bien et justement, c'est ce qu'on essaie d'affiner. Est-ce que c'est les réflexions du moment? Est-ce qu'on est plus une marque qui fait des accessoires imprimés ou est-ce qu'on est une marque plus généraliste d'imprimés sur les codes de motifs qu'on peut du coup poser sur d'autres supports. Donc on réfléchit à ça, on essaie d'interroger aussi notre communauté et nos clients sur la manière dont ils voient Bindi Atelier. Donc c'est vraiment les réflexions de cet été, justement, d'essayer est-ce que l'artisanat est évidemment le gros, le cœur de Bindi Atelier, mais est-ce qu'on se réserve pas l'opportunité aussi d'aller développer nos produits sur d'autres choses. Donc voilà, mais pour l'instant, ce qu'on développe plaît bien, donc on est contente. Oui, et puis il y a une belle communauté autour de Bindi Atelier, notamment je vois sur Instagram, il y a presque 35 000, on est quand même très loin de ça, d'abonnés. C'est ça. Oui. Et c'est quand même un des principaux vecteurs de communication. Oui, tout à fait. En fait, quand on a lancé la marque avec Anne-Sophie, on n'avait pas de budget pour être dans la presse ou pour payer une agence de RP ou pour Et puis toi, avec ta formation, c'est quand même des choses que tu maîtrisais aussi. Voilà, exactement. Donc on s'est dit qu'il fallait prendre le virage des réseaux sociaux et aussi dans les codes d'essayer de coller aussi aux
aux codes, notamment les codes visuels des réseaux sociaux, et voilà, de faire des produits qui étaient jolis et qui pourraient plaire justement à cette cible-là. Et effectivement, du coup, Instagram est un des principaux apporteurs de trafic sur notre site. Ça fonctionne très bien. On fait de la pub aussi, un petit peu depuis quelques mois, qui fonctionne bien. Oui, des posts sponsorisés, du coup. Ouais. C'est quelque chose qu'on faisait, qu'on a mis en place en fin de l'année dernière, qu'on faisait pas avant, et effectivement qui fonctionne bien. Et on a une communauté effectivement qui se développe bien, et c'est vrai et qui nous fait aussi connaître auprès de boutiques. On travaille aussi avec un réseau de revendeurs, et c'est aussi un outil de prospection finalement. C'est une jolie vitrine aussi, donc des boutiques qui pourraient être intéressées nous découvrent aussi via ce réseau-là. Ouais, du coup, elles vous contactent directement. Ouais. Donc ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que c'est un outil assez puissant quand même. Oui. Et puis, il y a quand même, quand on a une communauté qui est assez engagée, pour des marques, ça permet de recueillir quand même énormément d'informations. Exactement. Pour leurs clients cibles, privilégiés, qu'est-ce qui les intéresse, de comprendre aussi toutes les statistiques, puisque c'est aussi un outil qui délivre beaucoup de stats. Oui. On a énormément de statistiques, c'est assez fou quand même d'ailleurs d'avoir toutes ces informations-là, mais c'est vrai que c'est très précieux pour les marques, et effectivement on s'en sert aussi pour, par exemple là on a finalisé la collection hiver qui sortira au mois de septembre-octobre, et en fait on a interrogé du coup notre communauté sur les imprimés. On leur a proposé les imprimés de l'hiver en avant-première, en disant pour les faire voter en fait sur les imprimés qu'ils préféraient, et donc c'était chouette parce que grâce à ces retours, ça nous a permis en fait de limiter les risques et d'écarter notamment un ou deux imprimés sur lesquels on avait vraiment des doutes. Bon, après, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais justement, ça a d'être confirmé. Exactement. Et du coup, on s'est dit, en fait, celui-là, il ne plaît pas forcément, donc on ne va pas le faire. Et ça, Et en revanche, ceux-là, on sent que ça va être des imprimés coup de cœur, donc ça permet aussi d'ajuster nos productions et de se dire, peut-être que celui-là, on n'en aura pas fait assez, peut-être que celui-là, on va en produire trop, donc d'ajuster en fonction aussi des retours, parce que c'est assez précieux. D'avoir ce genre d'informations. Donc c'est quelque chose qu'on fait pas assez et qu'on devrait faire, d'interroger plus notre communauté. Donc ça fait partie des bonnes résolutions de la rentrée sur tout un tas de sujets, parce qu'on se rend compte que on a beaucoup de feedback vachement intéressants sur les produits aussi, ce que les gens attendent, sur des axes de développement ou des partenariats et tout. Donc c'est vrai que c'est une mine d'informations. C'est certain. Et donc tu parlais de faire attention au stock et ce qui est commandé. C'est vrai qu'aussi chez Bindi, vous avez une façon raisonnée en tout cas de gérer vos collections. Oui. Tu peux nous en parler de cette démarche qui est importante pour vous deux? Oui. Alors déjà on travaille avec... on utilise une technique très artisanale. Donc en fait chaque centimètre de tissu est vraiment imprimé à la main. On travaille donc avec des blocs de bois qui font 10-15 cm, c'est des rectangles de 10-15 cm. Chaque couleur est imprimée l'une après les autres. Donc en fait, on a déjà une contrainte humaine et de temps, même si ils font un travail remarquable et ils sont très efficaces, mais ça reste un travail manuel. Donc on n'imprime pas des kilomètres à la minute de tissu. On est aussi contrainte par le climat. Par exemple, il y a plusieurs semaines dans l'année où on ne peut pas imprimer à cause des moussons notamment. Oui. Trop humide. C'est trop humide. Là, on est en plein dedans, donc régulièrement, on a nos ateliers qui nous disent non, cette semaine, on ne peut pas avancer parce que il a plu toute la semaine à Jaipur, c'est la mousson, donc en fait, on peut rien faire. Donc déjà, on est dépendant de la main d'œuvre et aussi du climat, des saisons. Et puis, donc ce qui fait qu'on n'imprime pas à grande échelle. Et puis on a cette démarche d'imprimer de manière raisonnée. On ne veut pas imprimer des kilomètres de tissu en se disant on verra bien après ce qu'on fait. Non, on produit des petites séries. Donc on est régulièrement en rupture régulièrement. On est parfois en rupture effectivement sur des imprimés qui plaisent bien.
Donc on lance des réassorts quand il faut, mais on est plutôt dans cette démarche-là, de se dire on va voir ce qui fonctionne, on imprime en petite série parce qu'on veut pas avoir des stocks qui dorment, déjà parce que c'est un coût, et puis parce que ça sert à rien d'imprimer des choses dont on aurait du mal à se séparer. Donc voilà, on est plus dans la démarche de proposer des petites collections régulièrement, et si des imprimés plaisent, de les rééditer. C'est ce qu'on fait avec un certain nombre d'imprimés qu'on réédite plusieurs mois après. Il s'appelait bien. Donc en revanche, c'est vrai qu'on a souvent des clients qui nous disent tiens, j'ai vu cet imprimé-là sur votre page ou sur internet, est-ce que vous le faites? Non, vous le faites plus. Est-ce que vous allez le refaire? Non, on le fera plus. Mais voilà, c'est une volonté de... Et puis, donc de proposer des imprimés plus régulièrement, mais en petite quantité. On a très peu de chutes de tissus qui dorment dans nos ateliers. Dans ces cas-là, s'il reste des choses, là, notamment pour la fin de l'année, on va faire des petits chouchous, des petits sacs, des tote bags qu'on offrira à nos clients. En zéro gâchis. Exactement. Du coup, du coup, qu'on glisse pour Noël, on glissera dans les commandes, du coup, des sacs, des petits cadeaux ou des choses comme ça pour justement réutiliser toutes les chutes de tissus. Donc, on essaie vraiment de travailler au mieux nos quantités, et effectivement ce travail d'interroger du coup nos clients sur les imprimés qu'ils préfèrent en amont avant de confirmer nos quantités permet d'ajuster. Effectivement si tu vois qu'il y a un imprimé, tout le monde est à fond dessus, peut-être dire allez, on augmente un peu et à l'inverse un imprimé où nous on le trouvait plutôt chouette et en fait on s'est rendu compte que ça plairait pas, donc on s'est dit on va pas le faire. Mais voilà, et on essaie aussi d'avoir des... Alors bon, là on a eu cette petite capsule dans le prêt-à-porter avec Marlo, mais sinon c'est vrai qu'on est sur de l'accessoire et on essaie de pas tomber dans la saisonnalité, dans l'effet saisonnier des choses, dans le sens où... Alors évidemment on a plusieurs collections par an, les revendeurs avec qui on travaille ont besoin d'avoir une collection été, une collection hiver, mais nous on considère que nos imprimés, ils plaisent autant l'été que l'hiver. Oui, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de couleurs. Il y a tous les types de couleurs, des froides, des chaudes, donc finalement, ça marche à toutes les saisons. Donc, on n'a pas pour vocation de solder nos trousses à fleurs, parce que on considère qu'elles plairont aussi bien l'été que l'hiver. Elles ont plu il y a 2 ans, il n'y a pas de raison qu'elles ne plaisent pas maintenant. Donc voilà, on essaie effectivement de garder d'avoir ce côté un peu intemporel des choses. Et le fait effectivement de ne pas être dans la mode nous le permet. Oui. Quand on vend des maillots de bain ou des manteaux ou des doudounes, effectivement, il y a un moment où il faut... C'est sûr qu'au mois d'août, c'est pas pareil. Voilà. Pour les doudounes. Voilà. Donc, quoi que dans le Nord. Surtout en ce moment. Voilà, donc ça, et on se rend compte aussi que les boutiques avec lesquelles on travaille aussi... ont à cœur de retrouver des imprimés qu'ils avaient il y a quelques années et qui retrouvent aussi toujours, ou alors de mixer les assortiments avec des imprimés de l'année dernière et des nouveautés. Donc ça c'est une démarche qui nous plaît bien. Et du coup, avec le fait que tu aies travaillé dans une association en Inde pour accompagner les femmes sur la couture, est-ce que dans les ateliers que vous avez choisis, ça a aussi été quelque chose qui comptait pour toi et Anne-Sophie ? Oui. Alors sur le côté féminin, en tout cas la parité, malheureusement c'est compliqué. Il y a quand même une grande majorité d'hommes. Alors les artisans qui s'occupent du block print, donc de l'impression, c'est uniquement des hommes. D'accord. En revanche, dans la confection, parce que c'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils, malheureusement, il y a peu de femmes dans... Ouais, c'est la tradition en fait. C'est la tradition. Ouais. En revanche, dans les unités de confection, effectivement, on a des femmes, notamment, alors on en fait moins maintenant, mais les couvertures qu'on faisait, les courtes pointes, étaient entièrement surpiquées à la main. Donc ça, c'est vraiment des femmes qui s'occupaient de toute cette partie-là. Donc malheureusement, la parité n'est pas respectée. Ça, c'est une réalité. En revanche, il y a des femmes avec qui on travaille. Nos interlocutrices, en tout cas, sont des femmes. Sur trois ateliers avec lesquels on travaille, 2 sont des femmes. Donc avec qui on communique au quotidien. En revanche, effectivement, c'est des ateliers qu'on connaît très bien, qu'on a sourcés quand moi j'étais en Inde,
donc on connaît depuis des années. Donc effectivement, c'est des ateliers plutôt familiaux, c'est pas des grosses usines. Donc il y a aussi parfois une limitation en termes de quantité. Voilà. Donc on doit aussi anticiper pas mal parce que voilà, la main d'œuvre est limitée. Mais voilà, en tout cas, on les connaît très bien. On sait qui travaillent là-bas, même si la parité n'est pas respectée. En tout cas, les conditions de travail sont respectées. Ça, c'est une certitude. Voilà, et effectivement on y va très régulièrement, avant le Covid on y allait très régulièrement, là c'est plus compliqué. Oui, surtout avec la situation en Inde actuellement. Voilà, mais voilà, on a on sait exactement comment ça fonctionne et on est très à l'aise avec le fait de travailler avec eux. Voilà, on connaît tous leurs process de qualité, ouais, c'est ça. Oui, et puis c'est vrai que pour les étrangers, moi je me rappelle pour avoir échangé avec des personnes qui soit voulaient s'implanter en Inde ou voulaient importer depuis l'Inde. Et c'est vrai que c'est un pays qui n'est pas forcément évident de prime abord, aussi surtout le volet administratif. Oui. Et alors justement, comment vous avez réussi à lever ces barrières-là ? Oui, alors nos fournisseurs s'occupent quand même pas mal de tout ce qui est... D'accord, des formalités. Des formalités douanières et tout. On a eu... Parfois... Alors, nous, on fait de l'aérien. On travaille pas avec... on fait pas de bateau. Donc finalement, je touche du bois. On n'a jamais eu de blocage en douane ou autre. Parfois, ça prend plus de retard, plus de temps en expédition. Mais eux s'occupent effectivement de toute la partie administrative. Oui, c'est les Indiens qui s'occupent de la partie administrative. En fait, on voudrait rentrer dedans et parfois, non, c'est pas forcément bloqué, mais parfois, ça met plusieurs jours avant de quitter l'Inde, et notamment pendant le Covid, le premier confinement en Inde, c'était effectivement, on a eu des cartons qui ont été bloqués plusieurs semaines. Et alors là, on était très contents qu'ils s'en chargent parce que on avait beau appeler les transporteurs, il fallait être sur place et avoir ses entrées, parce que parfois ils s'arrangent entre eux. Ouais. Parfois on sait pas exactement comment c'est fait, mais au final ça part. Mais du coup ça c'est le gros truc administratif. Après la facturation se passe normalement. Donc voilà, pour la partie logistique, c'est eux qui s'en occupent, et on s'était dit à un moment, tiens, on va prendre en charge la logistique, et en fait non, soit on va attendre d'être une plus grosse équipe, soit on va les laisser faire, parce que... Après, quand tout se passe bien, finalement, il n'y a pas forcément de raison de changer quelque chose qui fonctionne. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ils ont leurs entrées, leurs agents qui connaissent bien les douaniers si besoin, donc on touche du bois pour l'instant. Ça tourne. Mais c'est vrai que c'est un sacré sujet. Voilà. Oui. Mais on n'a pas de structure en Inde, donc s'il avait fallu créer une structure sur place, ça aurait été effectivement peut-être une autre paire de manches. Oui, j'imagine. Ouais. Et justement, comment tu te sens, comment vous vous sentez avec Anne-Sophie depuis la création de Bindi, le fait d'être entrepreneur, qu'est-ce que toi ça t'a apporté ? C'est marrant, j'en parlais encore avec mon mari dimanche soir, qui lui me disait oh là là, demain c'est lundi, et moi je lui disais mais moi j'ai hâte d'être lundi en fait. J'ai hâte d'être lundi parce que je sais que j'ai plein de choses dans ma semaine qui vont se passer, parce que tous les jours on vient travailler avec, je pense qu'Anne-Sophie c'est la même chose, on vient toutes les deux travailler avec beaucoup d'excitation, et il n'y a pas un jour qui se ressemble, et ça c'est vraiment chouette. On trouve vraiment du sens à ce qu'on fait. On fait plein de choses différentes. Alors il y a des choses parfois, la compta notamment, il faut quand même s'y coller, mais bon, malgré ça, quand c'est pour soi, finalement, on y trouve quand même un petit peu d'intérêt. Oui. C'est toujours bien de savoir où on en est quand même. Oui, c'est ça, exactement. Payer les factures, c'est pas drôle, mais bon, en même temps, voilà. Mais non, c'est hyper vibrant, je trouve. C'est pas facile parce que on déconnecte par contre jamais. Ça, c'est un peu le travers, je trouve, de l'entrepreneuriat, et notamment en tant que femme. On a un peu, je pense qu'on a voulu aussi avec Anne-Sophie être à notre compte, parce que
voilà, on est toutes les deux mamans. Elle accouche de son 3e enfant début septembre, fin août, début septembre, donc tu vois, très bientôt. Donc on avait aussi envie de cette flexibilité-là, je pense, en créant Bindi Atelier. Mais je pense qu'on sous-estimait quand même ce fameux équilibre qu'on espérait trouver. Je pense qu'on voyait que les côtés positifs. Oui. Et en fait, alors c'est vrai que c'est chouette parce que on peut être disponible pour nos enfants, on peut, s'ils sont malades, ceci, cela, c'est bien. Mais à côté de ça, on a quand même eu le Covid avec l'école à la maison. Oui. Et Anne-Sophie, en plus, à Abu Dhabi, son aînée a quasiment pas eu école pendant 1 an. Donc elle a géré pendant presque une année scolaire l'école à la maison quasiment tout le temps. Et à côté de ça, il y a personne qui prend le relais, on n'est pas en chômage partiel, on n'a pas de collègues. Et du coup, aussi dans un couple, c'est pas forcément évident parce que on est celle qui, du coup, est la plus flexible. Donc on est celle qui, du coup, peut supporter beaucoup plus de choses sur ses épaules. Enfin, qui peut, en tout cas, qui prend plus de choses. Oui. Donc c'est pas évident non plus. Donc il y a, dans un équilibre, pour la famille en général, je pense que c'est chouette parce que c'est chouette que dans un couple, il y en ait un des deux qui puisse justement être un peu plus flexible. Que ce soit l'homme ou la femme. Mais du coup, c'est pendant les vacances, je coupe pas, je coupe jamais, je ferme pas mon ordi en me disant ça y est, c'est 3 semaines de vacances et puis on reprendra en septembre. Ça non. Du coup, et ça c'est du coup c'est choses qu'on j'avais pas forcément anticipé. Je m'étais pas dit que je voyais plutôt les côtés positifs, il y en a plein, mais j'avais un peu sous-estimé l'investissement que ça demande. Surtout ça que tout ce qui est notamment sur les réseaux sociaux, ça demande de la réactivité. Donc du coup, quand tu peux pas te permettre de te dire pendant 3 semaines je fais rien. Même si on essaie de planifier un maximum de choses, mais on a finalement beaucoup de services clients qui se passent par les réseaux sociaux. Et quand les gens ont une réclamation, une question, en fait ils envoient leur demande. Ils envoient un message. Et si c'est samedi matin ou dimanche à 23h, ils s'attendent souvent à des réponses rapides. Donc quand on peut, on le fait. Mais c'est vrai que parfois on peut. Donc on a souvent le nez dans le téléphone aussi, et ça c'est pas terrible. Voilà. Il y a des moments où c'est pas terrible. C'est parce que vous êtes aussi encore juste à 2 en fait pour le moment. Oui, exactement. Après, c'est sûr que si l'équipe grandit, ça permettra aussi de déléguer certaines choses. De déléguer et aussi du coup de mettre un petit peu un cadre parce que effectivement là on se pose la question justement de s'entourer de quelqu'un qui pourrait nous aider pour toute la partie communication et réseaux sociaux, etc. Cette personne, il n'y a aucune raison qu'elle réponde sur Instagram un dimanche à 23h. Donc ça permettrait aussi de fixer un cadre là-dessus. Donc on est en train de voir effectivement pour s'entourer à partir de la rentrée. D'accord. Donc je m'y mette. Mais voilà, du coup on est très épanouis et on trouve plein de sens à ce qu'on fait et on adore toucher à tout et c'est ça qui nous plaît. Et puis le côté créatif aussi qu'on n'avait pas, moi que j'avais pas du tout en travaillant pour des agences avant. Ce côté produit qui est très chouette d'imaginer quelque chose et puis de le voir entre ses mains. Mais voilà, avec justement, à côté de ça, on n'a pas l'impression de travailler la semaine, mais du coup, tout est lié, tout est mélangé. Donc, pendant les vacances, on travaille aussi, et comme on n'a pas l'impression de travailler, sauf que notre famille, quand ils nous voient derrière l'ordinateur, eux, ils voient qu'on travaille par contre. Donc voilà, c'est encore un équilibre qui n'est pas évident à trouver, je trouve. Oui, c'est sûr, il faut prendre ses marques, fixer un peu les limites aussi. Mais voilà, et on l'a vu pendant le confinement, quand on travaille pas, il se passe rien. Donc en fait, ou alors on gère juste des urgences et on a la frustration de ne pas avoir l'impression de développer quelque chose. Du coup, il y a beaucoup de frustration aussi. Oui, carrément, je comprends. Ouais. Mais après, il y a plein de choses positives, mais il y a aussi, Oui, il y a toujours quand même un revers à la médaille, quoi. Tout. Enfin, il y a des choses à avoir à l'esprit quand on se lance. Exactement. Et je pense qu'en tant que femme aussi, je sais pas, mais on a envie aussi de faire beaucoup de choses nous-mêmes et de faire,
Je pense qu'un homme entrepreneur, parce que j'ai des garçons entrepreneurs autour de moi qui se sont lancés en même temps, eux sont capables, je trouve, de fixer beaucoup plus de limites ou de cadres, là où nous, les femmes, peut-être qu'on mélange aussi peut-être beaucoup de choses entre la famille, les contraintes familiales. Oui, qu'on a envie de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, exactement, au final. Exactement, ouais. Et du coup, est-ce que vous êtes accompagné par un réseau, genre Réseau Entreprendre ou des personnes comme ça Alors ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille. On n'est pas accompagné par un réseau. En revanche, depuis peu, on se fait accompagner par quelqu'un qui a une très bonne expérience dans justement le retail, dans l'aspect marque aussi. D'accord. Qui travaillait pour une très chouette marque de décoration et en fait du coup qui nous accompagne plus un peu en coaching, on va dire. Ok. Donc mais ça c'est si c'était à refaire, c'est quelque chose que je referais beaucoup plus tôt. On s'y met un peu tard, je trouve, de se faire accompagner, de se faire encadrer. Au début, on a un peu envie de faire on avait envie de faire un peu tout toute seule et puis il y avait tellement de sujets qu'on savait pas forcément par où, qui pourrait nous accompagner sur quel sujet. Je connais effectivement le réseau Entreprendre, mais jusqu'à maintenant, je m'étais dit que peut-être qu'on n'était pas forcément légitime pour aller taper à leur porte, ou que le projet n'était pas assez gros, ou que le projet n'était pas assez innovant. D'accord. C'est une limite que peut-être que je me suis auto-censurée. Donc, Peut-être, parce qu'il y a Réseau Entreprendre, il y a Au Défi aussi, qui est pour les plus petites structures, qui peut être bien aussi. Oui. Même s'ils ont un programme un peu start aussi au Réseau Entreprendre. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose... Et puis, par manque de temps, ça faisait... même si je sais que ça nous apporterait beaucoup. Mais du coup, on a pris la décision, en revanche, d'être entouré de... on a une autre personne qui va venir nous coacher à partir de septembre sur d'autres sujets, plus l'aspect produit. Et en fait, on avait aussi un petit peu on voulait pas... c'est peut-être... de fait de pas forcément trop en parler, on a nos idées mais on veut pas forcément les partager trop parce que je sais pas par quelle crainte, je sais pas je pense que effectivement c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse plus parce que ça nous apporte. Là on a vu cette fameuse personne justement la semaine dernière et sur un sujet il nous a débloqué en 1 heure et en fait on a gagné 2 mois de réflexion sur une action très précise. Et il nous a dit, mais tiens, il faut que vous fassiez ça. Ah bah oui. Et en fait, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut... Si c'était à refaire, je le ferais beaucoup plus tôt. Et puis un petit conseil aussi que je pourrais donner, c'est justement effectivement de s'entourer, pas hésiter de parler de son projet parce que autour de soi, on a toujours des gens qui peuvent nous conseiller ou qui ont un avis extérieur et qui peuvent du coup avoir un peu de recul sur... Mais effectivement, les réseaux... il faudrait que je m'y penche. Après, c'est vrai que les journées sont aussi bien remplies, donc des fois c'est compliqué de se dégager du temps. C'est des sujets plus de fond et on est souvent pris par l'urgence, mais je suis sûre que ça a énormément de valeur. Donc je prends note. Et donc, qu'est-ce que je peux souhaiter à Bindi Atelier pour la fin d'année, début d'année prochaine de continuer à se développer. En France, on commence à avoir un chouette réseau de revendeurs, de boutiques avec qui on travaille, qui nous font confiance saison après saison. Donc ça, c'est chouette. On espère... on a quelques boutiques à l'étranger, en Europe et dans d'autres pays, mais ça fait vraiment partie des objectifs de se développer à l'international. Donc avec les moyens du bord, mais ça c'est l'ambition, d'être présent maintenant en dehors de France, dans d'autres pays, sur d'autres marchés. Je pense qu'en Asie on peut trouver notre public aussi. On se souhaite de retourner en Inde le plus vite possible. Ça nous manque beaucoup. Je ne sais pas si avant Noël on pourra y retourner, je pense pas. J'espère qu'en début d'année prochaine on pourra y retourner parce que ça nous manque beaucoup. On devait y aller la semaine où on a été confinés, premier confinement, quand même, le président a tout fermé. On a dû annuler nos billets, mais du coup depuis on n'y est pas retourné. De continuer du coup
à grandir, à se développer aussi sur d'autres segments de produits, et puis que les produits, que nos imprimés soient toujours reconnaissables aussi, puisqu'on essaie de... Enfin, on a pour promesse de toujours proposer des motifs qu'on dessine nous-mêmes, qu'on ne voit pas ailleurs. Donc voilà, qu'ils soient reconnaissables et voilà. Et ça soit beau, et que ça plaise, du coup. Que ça continue à plaire, collection après collection, toujours réussir à se réinventer. Voilà. Ouais, c'est chouette. Je vois que le temps passe, Solène, et du coup, je vais te poser les 3 dernières questions du podcast, si tu veux bien. Oui. Donc c'est vrai que le podcast s'appelle La Boussole. Oui. Et pour moi, donc la boussole, ça indique le nord. Et il y a une notion dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'étoile polaire. Et pour toi, pour Bindi, quelle serait votre étoile polaire ? Alors, je suis pas une experte dans les étoiles, même si en ce moment on étudie pas mal le système solaire avec mon fils. Non, je dirais. C'est peut-être assez bateau, mais l'étoile polaire, je pense que celle qu'on voit de partout, qui nous guide. Je pense que aujourd'hui avec Bindi, on est guidé par une volonté avec Anne-Sophie de proposer quelque chose. C'est marrant. Enfin, on est retombé sur des notes je fais un aparté, des notes qu'on s'échangeait, et des emails qu'on s'envoyait bien avant de créer Bindi Atelier. Mais quand on avait ces échanges sur l'entrepreneuriat, et on s'était écrit qu'on voulait créer, on savait pas ce qu'on voulait faire, mais on voulait créer quelque chose qui ait du sens et qui soit beau. Et on est retombé sur cette conversation écrite il y a quelques semaines, quelques mois. Et du coup, c'est quelque chose qui nous guide. On essaie de le mettre en place, de le proposer avec les imprimés qu'on crée, mais c'est ce qui nous guide en tout cas, de proposer des choses qui sont belles, en tout cas nous qu'on trouve jolies, et qui rendent les gens heureux. Donc c'est ça qui pourrait peut-être notre étoile qui nous montre la direction. Voilà. Super. Ce fil conducteur. Et moi, je suis une grande lectrice. Oui. Est-ce que tu aurais par hasard un livre à me conseiller, à conseiller aux auditeurs ? Oui, je suis aussi une grande lectrice. Je lis tous les jours avant de me coucher. Pareil. Et là, je viens de terminer un livre qui est très chouette, qui s'appelle De grandes ambitions, d'Antoine Rau. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et en fait, c'est un portrait croisé de... peut-être 5 ou 6 personnages qui ont des chemins qui vont se croiser, et c'est une évolution de... il raconte en fait ces différents portraits à partir des années 80, donc quand ils sont étudiants jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure des chapitres, en fait, se dessinent des personnalités, des personnages publics qu'on connaît dans l'environnement, de personnages politiques, industriels, etc. Donc il y a des ressemblances qui se font. Et en fait, ça parle d'ambition, justement, ça parle de milieu social, ça parle aussi de sexualité, ça parle de plein de sujets, et en fait c'est vachement bien raconté. On fait des sauts dans le temps petit à petit, et moi j'ai dévoré ce livre. Eh ben écoute, je note et je retiens, puis c'est le genre de livre que j'adore. Pour cet été, et puis c'est un bon pavé, je crois qu'il fait 400 ou 500 pages. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien pour cet été. Super. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander que tu voudrais entendre dans ce podcast ? Oui, alors ils sont pas forcément du Nord. Pas de souci, vas-y. Je dis on parce que c'est un couple en fait. Ils s'appellent Alexandra et Antoine Pelletier. D'accord. Ce sont des amis qu'on a rencontrés quand on était à Shanghai, et qui à la base ont un parcours très, très classique d'école de commerce. Ils avaient des très chouettes postes en Chine dans la cosmétique et dans la grande distribution. Et en fait, ils sont rentrés en France avec leurs enfants il y a pas très longtemps. Et ils ont racheté en fait une biscuiterie artisanale qui s'appelle Maison de Rance. D'accord. Et en fait, ils ont quitté leur vie parisienne, quitté leur vie d'expat, et ils sont allés s'installer à Sablé-sur-Sarthe pour racheter justement cette biscuiterie.
et voilà, redonner vie à aussi pour le coup un vrai artisanat et donc ils ont une boutique, ils ont un site et ils font plein de partenariats très chouettes avec des restaurateurs, des grandes sociétés aussi, et ils ont un parcours qui est vraiment chouette justement voilà, avec un changement de vie, un changement de carrière et puis cette aventure entrepreneuriale. Ils voulaient créer leur marque de biscuits parce qu'ils adorent les biscuits et en fait ils ont décidé de racheter du coup une biscuiterie qui existait déjà. Et voilà, ils ont une belle aventure et ils font des choses qui sont très, très bonnes. Et voilà. Donc, Super. Bah, écoute, merci beaucoup du conseil, Solène. Et merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette conversation. Merci à Je toi. vous invite tous du coup à aller faire un tour soit sur la page Instagram de Bindi Atelier ou directement sur le site pour découvrir toutes les belles créations de Solène et Anne-Sophie. Merci beaucoup. Merci Solène. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.